Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Nous sommes le 22 juillet, donc le Codex Space Marine est en précommande aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on pourra l'avoir entre les mains et commencer à le feuilleter dès samedi prochain. Bon, en attendant, les tactiques de chapitre, quant à elles, sont déjà consultables sur internet, et donc dans cette vidéo, je vous propose de prendre le temps de commencer à les décortiquer toutes individuellement. Alors, ces tactiques de chapitre sont une partie désormais essentielle de chaque codex Space Marine depuis 2 éditions au moins déjà, puisque en 6e et en 7e, on avait déjà vu l'introduction de ces règles particulières qui vont permettre d'apporter au sein de vos parties, et sur le champ de bataille, le style de combat et les stratégies propres à chaque chapitre. Voilà, donc c'est quelque chose qui intéresse bien sûr profondément les joueurs, dirons-nous, narratifs, puisque ça apporte cet élément du fluff au sein de vos parties, et également bien sûr les joueurs qui ont plutôt la fibre compétitive, puisque c'est un élément crucial pour déterminer sa liste d'armées, étant donné qu'en fonction de la tactique de chapitre de l'armée que vous jouez, il y a des choix d'unités qui seront plus ou moins pertinents lorsqu'on les regarde sous le jour de ces tactiques de chapitre. Voilà. Alors, avant de commencer et de plonger dans la première d'entre elles, je voudrais apporter une précision importante, ou plutôt 2 précisions importantes. La première est que ces tactiques de chapitre ne sont qu'une partie de l'équation de ce qui fera au final le feeling et la viabilité de votre armée sur le champ de bataille. Puisque les stratagèmes aussi, propres au Space Marine en général, et à chaque chapitre en particulier, viendront complémenter ces tactiques de chapitre et vous donneront davantage de règles spéciales, suivant que vous jouiez Imperial Fist, Iron Hands, etc., etc. Vous aurez aussi des stratagèmes adaptés. Et ceux-ci auront un impact, de toute évidence, très important quand même stratégiquement, donc il faudra les prendre en compte aussi. Et pour l'instant, on a des aperçus, des rumeurs, quelques premières petites images, mais on n'a pas encore tout le tableau en ce qui concerne les stratagèmes. Donc, si vous n'avez pas tout ce que vous voulez en fait dans ces tactiques de chapitre, rassurez-vous, il est possible que ce soit présent dans la partie stratagème. Ensuite, une deuxième précision qui me paraît très importante, c'est qu'il a été clairement stipulé sur le site de Warhammer Community que ces tactiques de chapitre ne vaudront que pour l'infanterie, ce qui est assez large déjà, les motards et les dreadnoughts. Donc ce qui exclut tous les autres véhicules. À part les dreadnoughts, qui auront la règle spéciale tactique de chapitre, tous vos véhicules de transport, véhicules de soutien, etc., vos aéronefs, n'auront pas le bénéfice de cette règle, quoi. Donc ça me paraît important de le préciser, puisque c'était déjà le cas avant, donc pour certains ça va paraître évident, en 6e édition, en 7e, mais ça peut être assez contre-intuitif si on regarde ça au jour de l'index Imperium 1, qui nous servait jusqu'alors à jouer nos Space Marine en 8e édition, et dans lequel les véhicules avaient des mots-clés de chapitre, et donc bénéficiaient des divers boosts procurés par des personnages pour les unités qui avaient ces mots-clés de chapitre. Bon, ça, ce ne sera plus le cas lorsque le codex sera sorti. Et d'ailleurs, si vous jouez d'autres armées par ailleurs, attendez-vous à ce que ça se généralise, et voilà, tous les petits boosts de personnages ou de choses comme ça sur les véhicules n'auront vraisemblablement plus cours. Donc le sergent Harker de la garde impériale déployé en fond de table, caché derrière une unité de 3 manticores pour leur permettre de relancer leur jet de touche. Ça, voilà, ce sera... Bon, c'est une stratégie qui a peut-être brillé pendant une semaine ou 2, mais ça va être terminé, quoi. Dès que le codex garde impériale sera sorti, Astra Militarum, pardon, ce sera terminé. Ok. Donc, ces petites précisions faites, voilà, on va plonger dedans et garder à l'esprit que ça ne fonctionne pas pour les véhicules. Moi, voilà, à la base, j'étais pas au courant, et je commençais à entrevoir des utilisations de ces tactiques de chapitre qui auraient été très intéressantes avec des véhicules, mais ça ne sera pas possible. Ok. Alors,
On va plonger dedans à proprement parler, en commençant, bien sûr, par les ultramarines, hein, les poster boys, quoi. Le chapitre le plus joué, le plus aimé, et aussi le plus haï, le plus détesté par les joueurs, en proportion égale. On y va. Alors, qu'est-ce que les fils de Guilliman apportent sur la table de jeu? Bon, dans un premier temps, ils gagnent un bonus de +1 à leurs caractéristiques de commandement. Ok. Ensuite, les ultramarines pourront quitter un corps à corps et malgré tout tirer lors du même tour, avec néanmoins un malus de -1 sur leur jet de touche lors de cette phase de tir. Ok. Alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Il y a deux parties. La première, +1 en commandement. Hein, a priori, c'est tout simple, parce qu'un boost de caractéristiques, il n'y a pas à tergiverser dessus, on en bénéficie juste, et c'est tout. Je pense que ça mérite quand même d'être un petit peu approfondi, parce que si on regarde bien, admettons que vous vous lanciez dans une armée de primaris ultramarines pour cette édition. Voilà. Ou que vous souhaitiez ajouter des renforts primaris à votre armée déjà existante. Jusqu'à présent, toutes les escouades de primaris qu'on a aperçues semblent être limitées à un effectif maximum de 5. Hein, c'est le cas même des intercessors, qui sont les plus basiques des primaris et qui pourtant sont déployés en escouade de 5. On n'a pas encore vu d'escouade de 10. Bon. Et a priori, ça va rester majoritairement comme ça. Hein, maintenant, c'est vrai que pour moi c'était une certitude jusqu'à présent. Depuis qu'on a aperçu la boîte de Rivers qui contient 10 figurines, et qui donc a priori sera jouable aussi en escouade de 10, c'est vrai que ça remet un peu ça en question. Mais on va partir du principe que la plupart de vos unités auront 5 figurines maximum. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire avec +1 en commandement, et bien sûr toujours la règle, et ils ne connaîtront pas la peur? Eh bien que vous pourrez passer au travers de la phase de morale sans jamais craindre quoi que ce soit. Ça va jouer, ça va vous faire une perte supplémentaire, peut-être une partie sur 10, et encore. Parce que quel est le nombre maximum de pertes que vous puissiez avoir dans une unité? Bon, le maximum c'est 5. Ok, dans ce cas-là, l'escouade est éradiquée, et effectivement, la phase de morale, vous la passerez sans problème, puisqu'il n'y a plus personne pour faire le test de morale. Mais le pire test de morale que vous puissiez être amené à faire, c'est 1 avec 4 pertes dans une unité. Ok, le dernier, le survivant, qui sera vraisemblablement le sergent, puisque vous avez le choix de retirer les pertes comme vous le souhaitez, devra faire un test de morale avec 4 pertes dans son escouade. Alors le pire résultat que vous puissiez avoir sur votre D6, ce sera 6. 6 plus 4, 10. Vous soustrayez le commandement du sergent, qui est de 8 plus 1, 9. Ça vous donne effectivement une perte. Si vous faites un 6, vous perdez votre sergent, mais ce jet sera relançable grâce à la règle et ils ne connaîtront pas la peur. Donc dans ce cas de figure déjà, où vous n'avez qu'un seul survivant dans une escouade, et où vous faites un 6, vous pourrez relancer, et à ce moment-là il faudra refaire un 6 pour que effectivement le dernier survivant de l'escouade soit retiré de la table. Alors très honnêtement, voilà, c'est un cas de figure qui se produira très très rarement. Ce qui est très sympa parce que ça vous apporte vraiment ce feeling des ultramarines, vraiment, pour le coup, qui ne connaissent réellement pas la peur, quoi. Vous êtes à peu près autant immunisé contre les effets du moral qu'on puisse l'être, à peu près. Alors c'est valable pour les primaris, comme je l'ai dit, surtout parce qu'ils ont tendance à avoir un effectif d'escouade plus petit, mais ça vaut tout autant pour les Space Marines classiques, du moment que vous faites le choix de les déployer en escouade de combat. Hein. Vous divisez vos escouades en 2 et vous obtenez 2 groupes de 5, vous aurez le même effet sur le moral. Voilà. Par 10, évidemment, vous pourrez faire des tests de commandement avec 6, 7, 8 pertes, ce qui sera déjà beaucoup plus difficile. Mais globalement, voilà, je pense que ça vaut le coup de systématiquement mettre une limite arbitraire de nombre de figurines par escouade à 5. Voilà, vous ignorerez vraiment quasiment la phase de morale, ce qui est assez génial. Hein. Ça compense un peu la règle et ils ne connaîtront pas la peur,
qui n'est pas dans sa meilleure incarnation, franchement, dans cette édition, je trouve. Elle a eu un impact plus significatif dans des éditions passées. Là, on a une simple relance du jet de morale, mais avec cette règle en plus, ce simple +1 au commandement, voilà, vraiment, on peut dire que vous êtes assez blindé contre le moral. Alors, donc des ultramarines quasiment sans peur, donc sans peur, mais pas inconscient non plus, puisque ça nous amène sur la deuxième partie de la règle qui permet d'effectuer des redéploiements stratégiques. Quand vous n'avez pas le dessus au corps à corps, ouais, voilà. Le redéploiement stratégique n'est pas une fuite, attention. Ne pas confondre surtout, je pense que Roboute Guilliman a dû rédiger un traité d'1 millier de pages sur la question pour essayer de convaincre ses autres frères Primarques à l'époque de la différence entre redéploiement stratégique et la fuite. C'est pas pareil. Bon, donc vous pourrez quitter le corps à corps et tirer tout de même avec l'escouade qui s'est déplacée, qui n'a pas fui. Excellente règle, d'après moi. Ce qui est génial, c'est que ça ramène le feeling qu'on avait, je sais plus si c'était en 6ème, 7ème édition, peut-être que ça remonte à la 5ème déjà, non, peut-être 6ème, où Marneus Calgar apportait la règle spéciale aux ultramarines de pouvoir réussir ou rater volontairement leur test de commandement, et donc pouvoir engager et désengager le combat comme on le souhaitait en fonction des enjeux stratégiques du moment. Ce qui est vraiment une règle géniale, je trouve que ça sied super bien aux ultramarines. Il faudra l'utiliser alors avec tact, avec doigté, en fonction. Voilà, est-ce que c'est pour retirer une unité avec laquelle vous avez vous-même chargé, pour immobiliser une escouade ennemie pendant un tour? Est-ce que ce sera quand vous vous faites charger votre gunline, que vous décidez de vous retirer pour tirer sur l'unité qui a chargé avec l'ensemble de votre armée? Il faudra l'utiliser avec une certaine expertise, je dirais, de cette armée. Donc c'est pas du tout cuit, c'est pas si simple que ça, mais ça leur sied très bien aux ultramarines, vraiment ça représente leur habileté tactique, leur capacité d'adaptation et de réaction, qui était vraiment le trait principal de leur primarque, et qui donc légitimement se transmet au chapitre successeur des ultramarines, quoi. Bon, donc génial. Moi j'aime beaucoup, et je pense que ça aura une utilité vraiment considérable sur la table de jeu. On passe à la suite. Ok, alors les White Scars. Les White Scars gagnent un bonus de +2 sur leur jet d'avancée, +8 quand il s'agit de motards. Ok. Et par ailleurs, ils peuvent quitter un corps à corps et charger malgré tout dans le même tour. Bon, donc la première partie de la règle, ok, c'est juste un bonus sur le jet d'avancée. +2 pas pour l'infanterie et les dreadnoughts, +8 pas pour les motards. Ok. Cette partie-là, je la vois pas si fondamentalement utile que ça, dans la mesure où ça ne marche pas sur les véhicules, et votre infanterie à pied, quand vous jouez Space Marine, il y a de meilleurs plans quand même que de traverser le champ de bataille à pied, en courant, quoi. Donc c'est pas forcément l'idéal, je dirais. J'aurais aimé que ça puisse s'appliquer un petit peu aux véhicules pour leur permettre de tenir le rythme, quoi, par rapport aux motards, et d'avoir des unités, des escouades embarquées en Rhino qui quand même restent pas complètement à la traîne derrière les motos. Peut-être que ça viendra, cette règle, sous la forme d'une règle d'un personnage spécial, enfin Corsair Rocade, ça peut être que lui, ou dans les stratagèmes, on aura un retour un peu de cette règle qui permettait de faire un mouvement scout avec les véhicules. Ça permettait de sortir un petit peu, peut-être de cette image des White Scars uniquement motards. Parce que les White Scars ne sont pas un chapitre exclusivement composé de motards. C'est pas une petite cellule comme la Ravenwing ou quelque chose comme ça.
c'est un chapitre à tous les égards assez codex hein, quand même, malgré tout. Donc, voilà, là quand on voit cette tactique de chapitre, et surtout la deuxième partie, on a envie de jouer quand même massivement des motards avant tout. Bon, je vais donc parler un peu de cette deuxième partie qui est beaucoup plus importante pour moi dans cette tactique de chapitre, à savoir la capacité de quitter les corps à corps, de recharger derrière, soit la même unité pour bénéficier à nouveau du bonus de la charge de frapper en premier, ou une autre unité, choisir ses adversaires, choisir ses combats, génial, ça fait vraiment des possibilités tactiques très, très fines, qui vont vraiment surprendre éventuellement l'adversaire. Il aura du mal à bloquer ou neutraliser vos unités au corps à corps, ce sera difficile. Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie avec vos motos, qui sont déjà très très rapides de base. Hein. Donc dès que vos motards White Scars vont atteindre la ligne de front et charger leur première escouade, après à chaque tour ça risque d'être assez infernal pour l'adversaire. Vous allez pouvoir à chaque phase de mouvement, parcourir 14 pas, recharger derrière, bref, vous redéployer complètement dans sa zone de déploiement à lui, avec vos motards, ça va être très difficile à gérer pour l'adversaire. Fluffiquement, on est en plein dedans, c'est complètement ça, hein, les White Scars, les motards surtout, on a là un peu la transposition futuriste des agiles cavaliers des steppes mongoles, donc bon, c'est raccord, on est bien dedans, c'est super. Malgré tout, d'ailleurs, oui, à noter que ça les rapproche un peu de la tactique des ultramarines. Hein. Dans cette édition, les deux ont une tactique assez proche, du fait que l'intérêt principal de cette tactique de chapitre, c'est de pouvoir se désengager du corps à corps et agir malgré tout. Maintenant, les ultramarines, c'est le fait de pouvoir tirer malgré tout, ils ne pourront pas charger, et les White Scars, c'est le fait de pouvoir recharger derrière. Voilà, la différence principale qu'il y a entre ces deux tactiques de chapitre. Mais bon, voilà, très sympa. On retrouve un peu le désengagement qu'avaient les White Scars dans les éditions précédentes. S'il est un regret à avoir, peut-être, c'est que c'est une tactique de chapitre qu'on a envie de jouer essentiellement avec des motos, quand même. Enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit quand je vois cette tactique de chapitre. Ce qui est logique, ok, c'est un peu leur spécialité aux White Scars, c'est vrai. Sauf que, on entre dans l'ère des primaris, et pour l'instant, on n'a pas vu encore de motard primaris. Il y en aura sans doute une variante, une transposition de l'archétype de la moto Space Marine en version primaris, mais quand et sous quelle forme, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, ça n'a pas encore, c'est pas apparu dans les fuites du codex qu'il y a déjà eu. Ce sera vraisemblablement pas pour tout de suite, du coup, ça viendra plus tard. Et on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, et si les joueurs White Scars vont apprécier le visuel, le fluff, ou les règles même de ces unités-là. À quoi vont ressembler les motards primaris s'il y en a? Ça, c'est une vraie question. Bon, je pense qu'ils sont vraisemblablement montés sur des motos anti-graves. Hein. Si leurs chars sont anti-graves, leurs motos le seront aussi. Quasiment sûr. Je suis pas forcément fan du look, mais ça paraît logique. Voilà, donc préparez-vous, voilà, le look de la future Ravenwing ou des White Scars, avec des motos anti-graves sans doute. Corsair Rokan, sûrement dans une nouvelle version remasterisée, passer à un stade primaris, puisqu'on peut amener de vieux Marines à un stade primaris. Ouais, sur une version de sa moto Moondraken anti-grave, qui fera vraisemblablement la taille d'un Stormraven. Ouais, préparez-vous, ça va arriver. Et le choc visuel, voilà, je sais pas s'il sera positif ou négatif. On verra. Bref, je m'égare un peu. Ok, on passe aux Imperial Fist, les maîtres du siège. Donc les Imperial Fist ignorent les sauvegardes de couvert, tout simplement. Par ailleurs, ils peuvent relancer les jets de blessures ratées contre les fortifications. Bon, alors, ignorer les couverts comme ça d'emblée, c'est vrai que c'est très étonnant parce que c'est plutôt un domaine qui était vraiment réservé aux taux jusque-là, avant tout.
Et voir des Space Marines avec cette règle-là universelle, ça fait bizarre, mais en même temps, le couvert a tellement changé. C'est-à-dire que maintenant, il a un effet peut-être moins puissant qu'avant potentiellement, parce que les squads de 50 figurines d'infanterie légère avec une 4+ invulnérable, c'était très difficile à éliminer. Là, c'est un effet moins radical, mais plus largement répandu, puisque toutes les figurines bénéficient du couvert. Que ce soit des Space Marines, ou même des Terminators, ça permet de mitiger la pénétration d'armure adverse. Donc, le fait d'ignorer cette règle un peu universellement pour les Imperial Fist, c'est quand même très très sympa. C'est difficile de tout à fait mesurer encore peut-être l'impact que ça aura. Il faudrait jouer plus de parties en 8ème édition pour ma part. Mais d'ores et déjà, on peut réaliser que même lors du déploiement, une bonne partie des figurines adverses va être déployée à couvert. Et surtout, en fait, les unités les plus juteuses, celles sur lesquelles vous avez envie de tirer avec vos escouades de Devastator ou vos Centurions, ou même vos agresseurs maintenant, Imperial Fist. Vous avez envie de balancer la sauce, d'avoiner au premier tour, bam, et les escouades sur lesquelles vous allez tirer seront sans doute à couvert. Donc là, vous pouvez ignorer au moins ce +1 à leur sauvegarde, et gagner ainsi 16,5% de potentiel de dommages en plus, statistiquement. Donc, très sympa. La deuxième partie de leurs règles concernant les fortifications, celle-ci requiert peut-être encore plus de recul quand même, parce que tout ce qui est un peu circonstanciel, tout ce qui agit contre les unités ayant tel ou tel mot-clé, en général, ce n'est pas vu ou pas perçu comme étant des bonus très très viables sur la table de jeu. Ça paraît trop aléatoire, circonstanciel. Si votre adversaire n'a pas ces unités-là en face, c'est une règle qui vous servira à rien. Et il y a de bonnes chances que d'ailleurs vous affrontiez des listes sans aucune fortification, ou que vous jouiez des scénarios sans aucun bâtiment. Ouais. Ça arrivera souvent, même le plus souvent. Mais maintenant, quand on regarde un peu les règles jusque-là des fortifications en V8, on peut se dire qu'elles apportent vraiment une résistance phénoménale pour un coût en points qui n'est pas toujours si élevé. Même l'humble bastion devient vraiment assez effrayant dans cette édition. Le bastion fait peur. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur ces règles, regardez-les si vous avez la curiosité, mais c'est une très bonne fortification, quoi. Et au moins, là, avoir quelque chose contre ça, et quelque chose d'assez radical, hein, relancer pour blesser, ça a un impact fort. Bon, ça va donner un vrai intérêt, circonstanciel certes, mais un vrai intérêt à cette tactique de chapitre pour les Imperial Fist. Donc, sympa. Bon, on a choisi de représenter leur aspect des maîtres de siège, hein, ceux qui vont prendre des cités fortifiées ou reprendre des villes arrachées par l'ennemi. Bon, on est vraiment dans ce qui fait la force des Imperial Fist. Pas d'apparition de nouvelle version du Bolter Drill, hein, leur expertise particulière du bolter au sein de ce chapitre. Mais il n'y a aucun doute que ça fera partie des stratagèmes utilisables par les Imperial Fist, donc rassurez-vous, ce sera présent quand même, sous une autre forme, mais ce sera présent. On ne sait pas comment, et j'espère que ça inclura toutes les variantes de bolter, y compris les bolters à munitions spéciales des vétérans d'appui, et bien sûr les fusils bolters des primaris ou ce genre de choses. Enfin, j'ai pas trop de doute là-dessus, je pense que Games Workshop va bien faire les choses et inclure toutes ces variantes de bolters. Ce serait vraiment une décision vraiment assez imbécile de pas considérer les fusils bolters comme des bolters. Sauf s'ils sont résolus à ne pas vendre de primaris, mais je pense que c'est un peu leur projet en ce moment. Hein. Donc voilà, le bolter drill sera présent dans le codex, sous une autre forme, on ne sait pas encore comment, mais rassurez-vous, c'est peut-être pas la seule spécialité des Imperial Fist, le fait d'être des maîtres du siège. Hein. Bon, on passe au Black Templar,
Vous voyez que le paragraphe est 2 fois plus petit que les autres, parce que c'est très simple, ça tient en une phrase. Donc ouais, c'est rapide, droit au but, c'est brutal. C'est les Black Templars. Hein. On peut relancer les jets de charge ratés pour les unités de Black Templar. Ok, on peut relancer les jets de charge ratés pour les unités Black Templar. Voilà, ça inclut vos Dreadnoughts, hein, notoirement. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, peut-être à s'éterniser sur le sujet. Fiabiliser ces charges, c'est extraordinaire. Le fait peut-être de pouvoir le faire depuis la sortie du drop pod ou en arrivant sur le champ de bataille depuis le téléportarium ou encore en tombant des cieux avec ces marines à réacteurs dorsaux est intéressant aussi. Hein. Il faut faire un jet de charge à 9 ou plus, ce qui est très très difficile avec 2d6. Statistiquement, 2d6 vont vous donner 7, un résultat de 7. Même pas en moyenne, c'est pire que la moyenne, c'est un résultat, vraiment, il y a une courbe en cloche qui fait que vous allez obtenir très très souvent un résultat de 7 sur 2d6. Voilà, au niveau des probabilités, c'est particulier les 2d6 additionnés. Donc dès que vous devez obtenir plus de 7, c'est très mal parti avec 2d6. Maintenant, avec une relance, ça fiabilise nettement la chose. De combien? J'aurais aimé pouvoir vous dire à combien arrive votre charge moyenne avec 2d6 relançable. Figurez-vous que c'est un problème mathématique d'une ampleur que je soupçonnais pas, parce que en cherchant un peu partout sur internet et sur les forums spécialisés de matheux, j'ai pas pu trouver de réponse réellement viable à cette question. C'est même sujet de Discord chez eux, étant donné que... et c'est vrai qu'on soupçonne pas que ce soit si compliqué de le calculer, mais en réalité, dès qu'il y a une donnée comme ça qui est une variable assez incertaine, à savoir quel dé est-ce que le joueur décide de relancer, ça c'est une décision personnelle, ça devient difficile à implémenter dans un calcul mathématique, et donc il y a pas mal de désaccords, quoi, hein. Les gens ont énormément de mal à déterminer à combien arrive le résultat, on va dire qu'on peut escompter à plus de 50% avec 9 pas de charge et 2d6 relançables. Tout ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que voilà, le résultat moyen d'un dé étant 3,5, tout jet de 1, 2 ou 3 mérite d'être relancé. Même le jet de 3, statistiquement, on va dire, vraiment au niveau purement des chances, vous avez plus de chances d'obtenir un résultat supérieur. Donc les jets de 3, même 3, c'est tentant de les garder. Non, on les relance. Bon, c'est tout. Après, c'est vrai que je dis tout ça, ça s'adresse aux joueurs Black Templars, dont les problèmes mathématiques sont pas forcément la préoccupation principale, étant donné que voilà, ils sont plutôt impatients d'aller en découdre avec le sorcier, l'hérétique ou le mutant, hein, au combat rapproché, de faire chanter un peu l'épée tronçonneuse. Donc, allez-y, quoi, go. Tentez vos jets de charge à 12, l'empereur est avec vous, et l'empereur protège. Ok. Les Salamanders. Les Salamanders, c'est intéressant le traitement qui en a été fait dans cette édition. Ça fait écho un peu à des règles qu'il pouvait avoir avant. Elle est un peu compliquée celle-ci au point de vue règle quand même, ça mérite d'être relu 2 fois, je précise. Vous pouvez relancer un seul jet de touche raté et un seul jet de blessure raté fait par une unité de Salamanders avec cette tactique à chaque fois qu'elle tire ou qu'elle combat. Ok, on peut relancer un jet de touche raté et un jet de blessure raté à chaque fois qu'une unité tire ou qu'elle combat. Donc ça va donner un bonus considérable à vos unités de une figurine. Par exemple, l'arme principale de votre Dreadnought va recevoir un bon boost avec ça. Au tir ou au corps à corps. Hein. Pour les unités composées de plusieurs figurines, je sais pas, au hasard une escouade tactique, ça va s'appliquer à une seule de vos attaques quand même. Donc il faut la choisir avec soin, et ça n'aura pas vraiment d'effet sur tout le reste des figurines. Maintenant, le fait de fiabiliser énormément un tir de fuseur ou combi-fuseur, par exemple, hein, le combi-fuseur de votre sergent, qui peut relancer pour toucher et pour blesser, c'est pas rien. Rien que ça,
même si les 9 autres figurines de l'escouade ne bénéficient pas de la tactique de chapitre, c'est déjà un bonus considérable. Faut jamais sous-estimer un fuseur, l'effet peut être très puissant, ça peut vous retourner une partie, ces petites choses-là. Donc en fiabilisant ça, ou le petit coup de marteau tonnerre au hasard de ce même sergent, au corps à corps, c'est quand même un bon bonus qui est bon à prendre. Ça va être valable pour votre... pour le coup, capitaine et chapelain ont déjà des mécanismes de relance un petit peu, donc ça mitige l'effet de cette règle au corps à corps en tout cas. Mais au moins vous avez la relance pour blesser. Ça va être très sympa quand même pour vos dreadnoughts. Et plus généralement toutes les petites armes spéciales et armes lourdes cachées au sein de vos escouades. Donc, très sympa. Une bonne règle qui représente voilà, leur côté maître artificier, forgeron, etc. Il n'y a pas a priori de transposition des règles qui leur permettaient avant d'être plus ou moins immunisés ou protégés du moins contre les blessures dues à des armes à flammes, hein, les lance-flammes et compagnie, avaient moins d'effet sur les salamandres, parce que les salamanders, voilà, le feu c'était leur truc, quoi, leur élément. Bon, c'était un effet assez anecdotique, donc le fait que ça disparaisse, c'est pas forcément une grande perte. Et puis ça se paraît assez difficile à implémenter dans cette édition. S'il y avait eu des mots-clés pour les armes, on aurait pu imaginer quelque chose par rapport à ça. Au niveau règles, mais il n'y en a pas, et d'ailleurs ça compliquerait considérablement tout le jeu pour pas grand chose ces mots-clés d'armes. Donc voilà, le bonus contre les armes à flammes, on oublie, c'est pas très grave, je pense que c'était pas un élément majeur pour cette armée. Voilà, c'est vraiment l'accent sur leur équipement finement ouvragé qui a été mis. Bon, très bien, très bien. A noter quand même que les salamanders ont connu pas mal de changements de règles, mais même, je crois, un peu de fluff par rapport à ça, parce que si je ne dis pas de bêtises, et si jamais ma mémoire me fait défaut, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que lors du premier codex, ou plutôt supplément de campagne, qui contenait leurs règles spéciales aux salamanders, il était fait mention du fait que Nocturne était un monde, leur monde chapitral, un monde à forte gravité, et à ce titre, les salamanders étaient trapus, ok, costauds, tassés, et ils avaient un bonus de +1 en endurance, quoi. Et rien que ça. Ils avaient un mouvement ralenti, je crois, ou bien ils ne pouvaient pas faire de percée, ou des choses comme ça. Ils avaient un mouvement ralenti, mais endurance 5, quoi, de série. Hein. Ah, c'était pas rien, hein, ça rigolait pas, quoi. C'était pour un petit truc comme ça, monde à forte gravité, bam, endurance 5. Sur tous vos salamanders. C'était voilà, considérable, quoi. Ça a disparu dans le temps. Hein. Et je crois que c'était en 3ème édition, si je dis pas de bêtises. Le supplément pour je ne sais plus quelle campagne. Je crois que c'était l'œil de la terreur, mais peut-être un Armageddon, je sais plus. Bref. Donc, pas de salamanders endurance 5 en 8ème édition. Non, désolé. Ok, on passe à la suite. Donc, les Iron Hands. Très simple, à chaque fois qu'ils subissent une blessure et perdent un point de vie, on lance un D6, et sur un 6, cette blessure est annulée. Voilà. A noter que c'est le genre de règle qui fonctionne pour sauvegarder des blessures mortelles, hein, puisque là c'est à chaque fois qu'on perd un point de vie, c'est indépendant de la source de la blessure, à chaque fois qu'un point de vie est perdu, on lance un dé, et sur un 6, cette perte de point de vie est ignorée. Ça marche contre les blessures mortelles. Donc ça va augmenter un petit peu la durabilité de vos escouades de fantassins classiques. Comptez 16%, 16,5% de résistance accrue. Par conséquent, virtuellement, vous pouvez projeter le truc en vous disant une escouade de 5 primaris qui aura donc 10 PV, virtuellement, elle aura 11,6 PV en moyenne. Voilà. Bon, ça ne sert pas à grand chose de calculer comme ça, mais je sais pas, ça peut vous aider peut-être à considérer l'étendue de ce bonus, quoi. Bon, c'est pas mal. Il est dommage vraiment de constater que ça ne marche pas sur les véhicules, puisque le Land Raider, avec cette règle-là, j'aurais bien aimé le voir. Un peu l'équivalent de Vénérable. Par contre, ça marche sur les Dreadnoughts, et ça, c'est très intéressant.
dans toutes leurs versions, sans doute, hein, Contemptor et compagnie. Et le Dreadnought Vénérable, notamment, sera très résistant avec cette règle, puisqu'il a déjà un équivalent qui lui donne une sorte de sauvegarde supplémentaire à 6+. En cumulant avec cette tactique de chapitre, ça vous en fait 2. Donc 3+, 6+, 6+. Vraiment pas mal. Je pense qu'il y a moyen que votre adversaire s'arrache les cheveux sur voilà, quelques tirs d'armes lourdes ou blessures mortelles infligées à votre Dreadnought qui vont être sauvegardées par vos 2 6+ successives. Donc très sympa. Très sympa. Bon, il a été précisé quand même sur le site Warhammer Community que les Iron Hands auront cette tactique de chapitre qui ne profitera pas aux véhicules, mais qu'il y aura des stratagèmes propres à ce chapitre pour compenser et qui s'appliqueront aux véhicules. Notamment un, je crois, qui permet aux véhicules Iron Hands de se déplacer et tirer sans pénalité sur leurs armes lourdes, ou encore de faire une avancée et tirer avec les armes d'assaut sans pénalité. Bon, voilà, à voir, donc il y aura des choses de cet ordre-là dans le codex Space Marine pour ce chapitre, et ça va peut-être venir augmenter l'efficacité des véhicules dont les Iron Hands font un grand usage. Voilà, on passe à la dernière, la Raven Guard. Alors, l'adversaire doit soustraire 1 à ses jets de touche quand il tire sur des unités Raven Guard qui sont à plus de 12 pas du tireur, quoi. Bon. Alors, au premier abord, je me dis super sympa, parce que -1 sur le jet de touche, c'est vraiment un des meilleurs bonus en termes de résistance que vous puissiez avoir. C'est tellement mieux qu'un +1 à vos jets de sauvegarde ou quelque chose comme ça, ou ignorer les PA -1, parce que l'adversaire n'a pas vraiment de recours contre ça, en fait. La PA ne va pas du tout affecter cette perte d'efficacité sèche sur ses jets de touche. Donc, c'est extrêmement sympa, c'est beaucoup mieux que le couvert. Il n'y a que éventuellement les pouvoirs psy ou blessures mortelles ou choses comme ça qui ne font pas de jet de touche, qui vont outrepasser cette règle spéciale, mais globalement, vous gagnez beaucoup en résistance avec cette règle. Par contre, le fait que ça ne marche pas sur les véhicules, c'est un petit peu problématique pour moi, parce que du coup, à quoi va ressembler votre liste Raven Guard? Ouais. Moi, je vois l'idée derrière cette règle. Bon, la Raven Guard, frappant vite et fort, au bon endroit, au bon moment, voilà, se dévoilant juste au dernier moment, pour retourner dans l'ombre juste après avoir frappé l'adversaire. Ok, je vois l'idée. Space Marine prudent, la Raven Guard. Voilà, on dit prudent. Bon. Enfin, il y en a qui auraient d'autres mots pour ça, mais bon, chez la Raven Guard, on dit prudent. Ok. Et donc, oui, à quoi va ressembler votre liste? Voilà, je vois l'intention, mais il faudrait pas non plus que, avec cette règle, ça donne, une sorte d'injonction aux joueurs à faire une armée majoritairement de fantassins pour bénéficier au maximum de cette règle, sans trop de véhicules, et une armée de fond de cours, j'ai envie de dire, une gunline, parce que ce serait dommage que votre liste Raven Guard, qui doit être à plus de 12 pas de l'ennemi toujours, et dont en même temps vous avez envie qu'elle fasse quelque chose en étant à plus de 12 pas, donc c'est du tir, et c'est du tir à longue portée plutôt. Même vos tirs rapides de bolter, non, ça ira pas, parce que si vous êtes à 12 pas, vous n'êtes pas à plus de 12 pas. Donc, il faut du tir à longue portée. Et c'est un peu dommage, peut-être, d'avoir cette incitation à faire des listes Raven Guard qui auront plutôt des airs de listes Imperial Fist, des fois, non ? Devastator, Centurion, etc., Canon Thunderfire, pourquoi pas, Agressors et compagnie, quoi. Enfin, quelque chose. Bon, il n'y a pas beaucoup d'armes en fait qui ont assez de marge de manœuvre pour vous permettre de rester loin et bénéficier de cette règle au tour suivant quand l'adversaire vous tirera dessus, quoi. Même les 18 pas des Inceptors sont pas vraiment suffisants.
vous bénéficierez pas vraiment de cette règle, puisque au tour suivant, l'adversaire va se déplacer et combler la distance pour contourner cette règle. Donc, la seule unité qui est fluff avec cette tactique de chapitre, qui se marie merveilleusement bien avec, que je vois, c'est les scouts snipers. Donc ça, c'est génial. On est en plein dedans, très Ravengard dans l'esprit, et avec une portée de 36 pas et un rôle de sniper qui est crucial dans cette édition, plus 2 à la sauvegarde de couvert et moins 1 pour être touché, à vos scouts snipers, ça va être une vraie épine dans le pied pour l'adversaire, quoi. Ils vont être très difficiles à déloger, ils vont être très résistants pour un coup en point pas très élevé, et avec leur portée de 36 pas, ils sont problématiques, quoi. Donc, sympa, mais on peut pas faire une armée uniquement de scouts snipers, hein. Donc, il va falloir glisser quelque chose d'autre, et j'ai du mal à voir. Voilà, votre Rhino Ravengard sera ni plus ni moins résistant que les autres Rhinos des autres chapitres. Et à ce titre, gardez en plus vos véhicules bien au loin, bien au chaud, ça va pas être idéal. Donc voilà, le côté le crossover un peu Devastator, Centurion, Imperial Fist, Ravengard, c'est un peu bizarre pour moi. Donc je sais pas, peut-être que j'ai tout simplement pas l'esprit assez fin, assez tactique, assez Ravengard, hein, dans le concept, pour envisager des listes sympas par rapport à cette règle de... cette tactique de chapitre, quoi. Si vous êtes joueur Ravengard ou successeur et que vous envisagez déjà bien des listes qui se marieraient bien avec cette tactique, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, je serais curieux. C'est intéressant d'avoir l'avis de joueurs Space Marine avec lesquels on joue la même armée, mais ils ont une façon complètement différente de la jouer, quoi, puisqu'ils jouent un chapitre radicalement différent. Donc, bon, je suis intéressé par ça. Je demande à voir. Voilà. Bon, alors, ça nous amène à la fin, donc du coup, de l'ensemble de ces tactiques de chapitre. J'ai dit, je pense, tout ce que j'avais à dire. J'ai essayé de rester succinct, mais c'est un sujet assez passionnant, donc j'ai envie d'en parler longtemps à chaque fois. On reviendra peut-être sur certaines plus tard, au regard de l'ensemble du nouveau codex, et avec des synergies ou des choses comme ça qui iront bien avec, hein, les personnages spéciaux, les unités, les stratagèmes qui vont venir renforcer tout ça et donner des combinaisons intéressantes. Bon, on reviendra dessus sans doute plus tard. Personnellement, je dois avouer qu'en ce moment, c'est très difficile. Le fait de voir ces tactiques de chapitre tombe au mauvais moment pour moi, parce que ça me tente vraiment très très intensément de reprendre mon armée de Space Marine, l'agrémenter de nouvelles unités Primaris qui sont superbes, et reprendre mon ancien chapitre perso. Mais j'ai trop de projets en cours en ce moment. J'ai déjà une armée de Roi des Tombes et une armée Garde Impériale à terminer avant. Et la tentation est forte. Je dois le dire. Très forte en ce moment. Donc je vais essayer de résister et de ne pas me lancer dans un nouveau projet avant d'avoir terminé les autres. Mais je garantis pas de pouvoir le faire. Peut-être que la semaine prochaine, vous me voyez en train de faire un petit tuto peinture sur mes Space Marines. On verra. Ça veut dire que j'aurais failli... j'aurais succombé à cette tentation. Mais c'est bon signe, parce que ça veut dire que ça semble plutôt réussi et que le codex est très prometteur. Devrait être très sympa, et une belle armée de Primaris. Je comprends les gens qui cèdent et qui se lancent dedans. Je pense que c'est magnifique pour de nouveaux joueurs qui se lancent. Je pense que c'est aussi très sympa pour d'anciens joueurs qui ont envie de quelque chose de nouveau et qui sont interpellés par ce nouveau visuel, quoi, qui claque vraiment. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne sortie dans l'ensemble. Voilà. Alors, j'aurais très envie d'avoir votre avis sur la question. Ce qui est intéressant chez les Space Marines, c'est que on est très nombreux à les jouer, mais on est très peu à les jouer de la même manière. Donc c'est assez captivant d'avoir les avis de chacun, leur point de vue,
leur façon de voir, donc quel est votre avis sur la tactique du chapitre que vous jouez. Si vous vous lancez dans une nouvelle armée, laquelle allez-vous choisir au regard de cette tactique de chapitre. Et j'aimerais aussi avoir l'avis, particulièrement des joueurs qui ont un chapitre de leur propre crue, hein, et dont le fluff est assez flou, volontairement ou pas, vous n'avez pas trop élaboré là-dessus, mais du coup, un peu façon aller Blood Raven, on va dire, et du coup, ça vous donne l'opportunité de choisir votre tactique de chapitre assez librement, en fonction du style de jeu que vous appréciez, ou de l'optimisation que vous cherchez peut-être. Et c'est un point de vue intéressant parce que ça, du coup, vous voyez les 7 tactiques de chapitre devant vous, vous avez le choix. Choisissez-en une. Laquelle vous choisiriez? Ouais, c'est une configuration intéressante. Ok. Bon, donc n'hésitez pas à laisser tous vos avis dans les commentaires. J'y répondrai, je réponds assez assidûment aux commentaires dans l'ensemble, hein. J'essaye de m'efforcer d'être rapide dans mes réponses. Donc voilà, ça m'intéresse de près, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne peinture et bon jeu. Salut!